après cette journée militante bien chargée. Je vous remercie d'être là parce que je sais que ça a été une journée assez longue et qui se finira tard, si j'ai bien compris, puisque ça se poursuit un peu à la plaine ce soir. On est ravis à Ancrage de vous recevoir dans ce lieu qui va bientôt être cédé. Et on regrette bien que ce lieu soit cédé, puisque c'est un lieu citoyen dans lequel on a mené un certain nombre de soirées débats qui nous semblent bien adaptés en fait, au format des associations que nous représentons. Je voudrais d'abord remercier Léa Boirois de cette collaboration qu'on a menée de façon très citoyenne, je veux dire, voilà, sans soutien particulier, mais avec nos forces vives respectives, nos envies de collaborer, nos envies de diffuser des expositions qui sont produites par différents partenaires, pas toujours nationaux d'ailleurs. Je te laisserai le soin, Léa, de revenir sur l'ensemble des partenaires qui ont produit cette exposition Égalité trahie. Ce qui nous semblait très important ce soir, c'était de revenir sur les questions des violences policières et notamment du contrôle au faciès. Alors, malheureusement, toujours d'actualité. Et moi, je ne serai pas très longue ce soir, mais j'avais envie de revenir avec vous sur un certain nombre de points d'histoire qui ont marqué, en fait, finalement, l'histoire de Marseille. Marseille qui s'est retrouvée au centre de la question raciale, de la question du racisme et des violences policières. Je ne sais pas si je suis sur le bon PowerPoint. C'est spécial. C'est spécial, mais on va rester sur celui-là, c'est très bien. Voilà. Super, merci. Donc moi je voulais revenir en fait sur quelques événements que j'ai découverts finalement dans le travail que nous menons à Ancrage et notamment sur ce travail qui a été de collecte et de valorisation d'archives et notamment des fonds associatifs de l'immigration. Une collecte aussi d'archives orales qui a donné lieu à des témoignages qui ont été déposés aux archives départementales et de grands témoins, de personnes qui en fait finalement sont revenus sur l'histoire de Marseille par le prisme de la représentation de la question de l'immigration et d'un certain nombre de militants qui ont accepté de donner leur témoignage pour revenir sur l'histoire de Marseille et de leur rôle et de leur engagement en direction des migrants. Alors ce que je voudrais dire avant tout, c'est que sur la question dont on traite ce soir, je crois que le contexte historique occupe une place prépondérante et que ça reste relativement méconnu. Alors, bien sûr, pas au sein de on va dire de la population militante, mais au sein de nombreuses catégories. Et ces stéréotypes qui structurent l'espace public, parce qu'ils trouvent des relais fondamentaux, des relais durables dans les discours publics, évoluent avec le temps. Alors bien sûr, avant de revenir sur Marseille comme épicentre de la problématique du racisme, je voulais situer mon propos dans une période qui était tout à fait particulière et qui est de 1973, qui court de 1973 à 1983. Alors évidemment, 1983, probablement ça résonne pour vous comme le départ de la marche pour l'égalité et contre le racisme qui est partie de Marseille, qui a été largement évoqué ces dernières années à travers des films, des témoignages, différents supports. Mais je voulais revenir sur 73, l'année 1973, qui a été largement traitée aussi par des historiens, je pense notamment à Yvon Gastaut, mais aussi par Fausto Gudice à travers un ouvrage qui s'appelle Arabicide, qui a été publié en 1995, dans lequel vous pouvez retrouver finalement des extraits de ce que je vous présente ce soir.
Alors, si au XIXe siècle, l'image péjorée de l'étranger, c'est celle du transalpin, tout le monde garde en mémoire les événements d'Aigues-Mortes, où la population italienne en fait, a été victime de violences organisées par les ouvriers français. Sur la thématique, un événement qui est lié à la thématique de la concurrence au travail. Au XXe siècle, on sait bien que cette figure, qui a pu être une figure péjorée, d'une nervie caricaturale bien sûr, va être très rapidement relayée par celle de l'immigré nord-africain. Et c'est à l'été 1973 que les violences racistes vont connaître leur apogée dans la cité phocéenne. Alors les archives, notamment les archives de presse, nous permettent de revenir finalement assez précisément et dans le détail dans ce qui peut représenter pour certains des faits divers et qui sont mis les uns à côté des autres deviennent un phénomène qui montre que le racisme est très ancré à Marseille dans l'après-guerre d'Algérie. Le contexte d'après-guerre d'Algérie, où à partir de 1973, on va assister finalement à une succession de ratonnades, de faits divers qui vont constituer une succession d'événements et qui sont vraiment très préoccupants. Et dans tous ces événements, ce qui va nous paraître tout à fait intéressant de relever, c'est la façon dont la presse, notamment la presse locale, qualifie, transmet, diffuse tous ces faits divers. Alors cette représentation négative qui va être réactivée à l'occasion de différents épisodes conflictuels est réactivée en France assez régulièrement à travers un lexique qu'on retrouve qui est assez redondant, notamment en 2005 avec les fameuses émeutes, la révolte des jeunes dans les banlieues françaises. Alors je vous ai mis une de presse, alors Minute, je ne vous présente pas, je ne vous représente plus le journal Minute, mais ce qui va nous intéresser dans la suite de mon propos, c'est le rôle que va jouer finalement le Méridional, qui dans la région va être, par ses éditoriaux, assez présent, on va dire, dans cette décennie, et notamment jusque dans les années 80. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le fait divers qui a embrasé Marseille cette année-là, c'est le meurtre d'un traminot qui s'appelle Gabriel Domenech, c'est l'éditorialiste, pardon, Émile Gerlache, qui va être assassiné par un déséquilibré algérien. Et Gabriel Domenech, qui est élu député Front National, mais aussi éditorialiste au Méridional, va titrer un certain nombre de unes qui sont des appels à la ratonnade. Alors vous en avez une là qui a été assez emblématique. Et le Méridional va jouer un rôle tout à fait important dans cette montée xénophobe, jusqu'à un événement qui va constituer un peu l'épilogue de cette décennie raciale et raciste, qui sera le 14 décembre 1973, l'attentat contre le consulat d'Algérie à Marseille, qui est revendiqué d'ailleurs par le club, par le groupe Charles Martel, qui est un groupuscule d'extrême droite. Ce même groupe d'ailleurs, en 1983, revendique la bombe qui explose à la Caillole et qui va tuer un enfant à la Caillole, ce qui expliquera également que la marche pour l'égalité contre le racisme parte de ce quartier. Donc le bilan est lourd, 4 morts et 16 blessés, et en fait pendant cette décennie et suite à ces événements, la rue va être le théâtre de manifestations et de contre-manifestations, avec une montée forte de l'extrême droite, et en même temps des contre-manifestations qui suivent les meurtres, les différents meurtres et funérailles des personnes concernées. Alors je voulais revenir très rapidement sur ces événements, parce qu'il me semblait très important de voir comment se structurent dans le mouvement associatif et dans le mouvement social de l'immigration les mobilisations, les engagements contre le racisme. Je pense qu'on peut dire
sans se tromper, que les immigrés, à cette période-là, dans cette période-là, subissent un double contrôle social. Il y a le contrôle, bien sûr, de la police française, mais il y a également le contrôle des amicales, qui jouent un rôle considérable en termes de gestion et de surveillance, finalement, des populations étrangères. Excusez-moi, je vais voir un petit peu. Alors, il existe différents mouvements sociaux qui ont été répertoriés, et puis surtout, la plupart des travailleurs immigrés sont engagés dans des syndicats, dans des associations. Mais une grande mobilisation va se faire, par exemple, contre la circulaire Fontanet, mais les amicales des Algériens, les syndicats français ont toujours finalement montré leurs limites dans ces mobilisations, puisqu'elles prenaient en compte une partie des revendications, jamais la totalité. Et dans ce contexte, à partir de 1970, un mouvement émerge à Marseille, qui est le mouvement des travailleurs arabes, qui va être, souvent les militants me disent, pas très important, puisque finalement très peu de personnes ont milité dans ce mouvement. Pourtant, un certain nombre de travailleurs immigrés vont rejoindre les manifestations du 1er mai, à partir des années 70, vont faire le lien finalement entre globalement des mobilisations antiracistes et des revendications sociales. Et c'est ce mouvement-là, moi j'ai retrouvé sa trace également dans la mobilisation contre la prison d'Arinque en 1975, avec des manifestations qui partaient par exemple des quartiers nord, notamment du Canet, et donc des traces qui sont aussi peut-être un peu invisibilisées par l'histoire, de mouvements sociaux qui se sont constitués à l'articulation de ces deux aspects-là, les mobilisations antiracistes et les revendications sociales. Pour conclure, parce que je ne serai pas trop longue, je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de faits nous invitent à revisiter l'histoire, puisque en 1973, suite à ces mobilisations et ces soutiens auprès des travailleurs immigrés, déjà des expulsions vont se faire. Et ce sont des expulsions dont j'ai retrouvé la trace dans les archives qui me semblent tout à fait intéressantes. Une expulsion qui est celle de Maurice Courbage, peut-être que les plus anciens pourront témoigner de ces événements, qui était membre du comité de solidarité aux travailleurs immigrés, qui a été interpellé par la police et renvoyé en Syrie. Mais également le pasteur suisse Berthier Perjot, qui était jugé subversif dans son soutien aux travailleurs arabes. Donc deux expulsions qui ont été des expulsions finalement exemplaires, qui ont été décidées par les pouvoirs publics. Ce que j'ai pas dit, c'est que le pasteur suisse Berthier Perjot est délégué de la CIMAD à Marseille. Donc on voit comment le soutien aux migrants a de tout temps été finalement traité de façon un peu subversive et très réactionnaire par les pouvoirs publics. Alors suite à ces expulsions, il y a une vive émotion qui gagne l'opinion française, notamment les milieux de gauche, antiracistes et chrétiens. Et l'archevêque de Marseille, Monseigneur Etchegaray, prend la parole une nouvelle fois pour condamner ces décisions. Donc ce que je trouve très intéressant dans ce que j'ai pu découvrir dans ces archives, c'est l'articulation des luttes qu'il peut y avoir entre militants de gauche, militants protestants, militants antiracistes, qui finalement sont souvent les mêmes, bien sûr. Et je voulais aussi, pour finir, vous montrer une et un article qui a été rédigé par Jean Audusseau, qui était délégué aux migrants du diocèse de Marseille et qui est très actif dans le quartier de Belzins et de la rue des Dominicaines, qui prend sa plume finalement dans l'hebdo Sans Frontières. Là on voit la une qui est consacrée en 83 au meurtre du jeune Awari, jeune qui a été abattu à la Busserine par le CRS Taillefer. 81, merci. Oui, tu as raison, c'est 81. Au Flamand. Décidément, quelle précision. Vous avez raison, c'est important. Et donc, il va écrire dans Sans Frontières et il va
il va témoigner finalement des différentes rafles et des différentes violences policières qui sont la routine de ces immigrés des quartiers arabes. Là, il fait référence en fait au Carré, Belzins, dominicaine, dans lesquelles vivent énormément d'immigrés dans des meublés. Et là aussi, il va avoir finalement des représailles et des menaces d'être muté, etc. Donc c'est des traces que l'on retrouve aussi bien dans les archives publiques que dans les archives de presse, les archives privées. Et ce qu'on peut dire, c'est que quel legs finalement de ces violences policières dans les quartiers populaires? Bien sûr des legs de mobilisation, puisque ce qui va se passer dans le prolongement de ces événements, ça va être une mobilisation des plus jeunes, qui en ont marre de subir finalement les contrôles répétés. Alors je ne sais pas si on parle de contrôle aux faciès à l'époque, mais en tout cas des contrôles abusifs. Et aussi la mobilisation des femmes. Là j'ai récupéré une photo qui est sortie du fond de Pierre Ciotte, et qui montre Madame Massery, notamment, et dans une de ses premières manifestations, où donc elle décide d'investir la Canebière avec les femmes des Flamands, et pas seulement des Flamands, il y avait aussi celle de la Busserine, et pour dénoncer le traitement qui est fait à leurs enfants dans ces cités populaires de Marseille. C'était ambitieux et courageux à l'époque, en tant que femme, algérienne, harkie aussi, de venir battre le pavé à Marseille pour témoigner de ces violences. Alors je vous ai dit 73-83, ça me paraissait être une décennie intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, alors sur l'ensemble de la France métropolitaine, apparemment, il y aurait eu 150 assassinats aux violences policières perpétrées dans les cités populaires de France. Ce qui explique évidemment cette grande mobilisation qui naît autour de la marche pour l'égalité contre le racisme. On a la chance d'avoir Marie-Laure Mahé avec nous qui peut témoigner de ces prémices, voilà, et qui a constitué après un mouvement qui a gagné en visibilité au niveau national. Et ce qui me semblait important de vous dire, c'était de témoigner d'une chose, c'est que la marche pour l'égalité et contre le racisme a été un événement vécu de façon très importante par les enfants issus de l'immigration à l'époque. On voyait des Maghrébins à la télévision marcher, revendiquer des droits. Et c'était des jeunes nés en France. Jusqu'à présent, les personnes qu'on voyait, qui militaient, qui étaient très engagées, étaient souvent des personnes qui étaient issues d'une autre catégorie sociale. C'était beaucoup des étudiants étrangers qui prenaient la parole, qui avaient été en contact, bien sûr, avec des ouvriers, avec des résidents des foyers Sonacotra, enfin avec toute une catégorie, on va dire, différente de la leur. Là, c'était le premier acte public, finalement, d'engagement. Il y en avait d'autres avant, mais de cette ampleur-là, dans lesquels on retrouvait finalement des revendications qui étaient des revendications antiracistes, mais aussi des revendications sociales. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ce que je voulais partager avec vous avant de donner la parole à Léa, c'est un extrait de notre collecte d'archives orales. Alors ça dure 9-10 minutes, c'est assez rapide, mais dedans on y retrouve les témoignages d'un certain nombre de marcheurs ou de militants de Marseille, qui témoignent à la fois de leurs conditions de vie à Marseille, mais aussi et surtout du rôle de la police dans ces quartiers. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous laisse avec Sophie. Donc ça a commencé par le bidonville, et puis le bidonville a été rasé. On s'est retrouvé dans des cités provisoires, de sorte d'Algeco. Et ensuite, vers 65-66, je crois, je me suis retrouvé à Bassens. Donc là, c'était du provisoire, mais à étage, des appartements assez minables, 36 mètres carrés. Donc, pas d'eau chaude, pas de salle de bain, etc., etc. Donc on a grandi dans ce bidonville pendant jusqu'en 69. Un jour, des policiers, ils avaient le képi à l'époque, je ne sais pas si c'était des gendarmes, enfin les forces de l'ordre en tout cas, sont venus et nous ont mis les numéros sur la porte. Sans aucune explication. Donc au bidonville, porte en bois, quoi, et puis on s'est tous retrouvés. Et en fait, c'était le déménagement, le relogement
des uns et des autres. Et tous les bidonvilles de la Benos partaient à Trab al-Ahmar, je le dis en arabe parce que c'est comme ça que ça s'appelle, Bassens, la cité Bassens, que tous les Arabes n'ont jamais appelé Bassens, mais Trab al-Ahmar, puisqu'entouré par la bauxite, et donc on l'appelait ça la terre rouge. Le souvenir, il est horrible, le souvenir, c'est les yeux qui brûlent quand il y avait le Mistral. Toute cette bauxite qui nous était envoyée dans la tête, dans les cheveux, dans les yeux, donc on avait souvent les yeux qui piquaient. Bon, il faut savoir que toute la de l'Orbe, donc à la limite de Bassens, terre rouge jusqu'à la route qui mène aux Égalades, sur une hauteur peut-être de, je sais pas, d'un monticule sur 10 mètres de haut. C'était immense. Et donc c'était des déchets qui étaient entassés là, et ils ont été enlevés que dans les années peut-être 80, quand ils ont décidé la construction dans la zone industrielle de la de l'Orme. À choisir, c'était mieux les Algeco que la cité Bassens. Il n'y a pas de concentration énorme de gens, alors que Bassens, c'était très, très concentré. Les bâtiments étaient très proches les uns des autres. Et bien qu'il n'y ait que 4 étages par bâtiment, comme les familles en général étaient familles nombreuses, ça faisait beaucoup de monde, beaucoup de promiscuité. Ouais. Nous habitions donc dans un rez-de-chaussée dans la première cité. Il y a même une période où on a accueilli mon oncle et ses 2 enfants. C'était très petit. Bon, il y avait une toilette-douche. Imaginez donc, malgré ça, donc chaque famille avait une pièce d'un côté, une famille dans une pièce et une de l'autre. Et je me souviens, enfin, je n'ai pas de souvenir de comment on dormait, mais bon, voilà. Ma mère a fait sa première manif toute seule. C'est-à-dire qu'elle a dit « Je n'ai pas traversé la Méditerranée pour vivre dans ces conditions, pour me retrouver encore dans un logement de transit. Si c'est ça, je repars chez moi. » Et ma mère a fait quelque chose d'absolument incroyable. Elle a squatté une maison vide à côté qui appartenait à des Français. Elle a ouvert la maison et on est rentré dedans. Et elle a discuté avec les flics, je ne sais pas dans quelle langue, je ne sais pas encore. Mais en disant, il est hors de question que j'aille à Trab al-Ahmar. On peut dire que Bassens, c'est 2 parties. Il y a une partie qui était ancienne, qui était déjà habitée depuis longtemps, et une deuxième partie qui a reçu les gens comme nous, qui venions du 14e, du côté de Fontvert. Et il y avait déjà une population qui existait, qui était là, qui était un mélange d'Arabes et de Gitans. Donc des lieux de socialisation, au début, il n'y avait rien du tout, quoi. Et puis, les choses ont commencé un peu à changer doucement. Bon, on avait d'autres copains avec qui on sortait, donc les choses se passaient bien entre enfants. Bon, je sais que les choses se passaient mal entre gitans et immigrés, et maghrébins. Une fois, je sais que on revenait d'un lieu où on jouait, puis arrivé là-bas, on a trouvé qu'il y avait les pompiers, la police, et en fait, c'était un maghrébin qui s'était fait tuer par un gitan. Pour moi, le problème, c'est pas que le bâti, c'est aussi la population. Je veux dire, autant c'était compréhensible dans les premières années que se regroupant des gens par ethnie, etc., bon, il y avait cette solidarité, etc., autant quand le temps passait, à mon avis, il aurait fallu carrément disloquer cette cité. Les gens d'Oran, les Oranais faisaient des groupes comme Acte, les Chaouis faisaient un groupe, les Kabyles faisaient un groupe. Et moi, j'étais dans la section autre. Et comme c'était un lieu un peu fermé, où entre guillemets, on était entre nous, donc quand il y avait des fêtes, les fêtes c'était dehors, il y avait des orchestres qui jouaient, il y avait des gens qui avaient le fusil qui tiraient, c'est la fantasia, etc. Le jour Nabil Fares nous dit il faut qu'on aille à Bassens. Il faut qu'on aille à Bassens et qu'on joue en solidarité avec les habitants de Bassens. Et donc voilà, ils nous ont invités, on est arrivés. C'est parce qu'au fait, il venait d'y avoir un mariage à Bassens. Et que lors de ce mariage, il y avait quelques youyous, mais aussi de la musique, de la danse, comme dans n'importe quel mariage. Mais que les riverains, enfin ceux qui étaient c'était insupportable pour eux. Et donc ils ont appelé les CRS. Évidemment, les CRS sont arrivés. Et il y a eu des gaz lacrymogènes, etc. Et il y a eu un bébé qui est mort de ces gaz lacrymogènes. Et voilà quoi. Et donc nous, on est venus pour dire non. On est venus pour dire, pour dénoncer avec les gens de Bassens ce truc incroyable. À partir d'un mariage, à partir d'une fête, on se retrouve dans un drame. On était là un peu plus remuant que la moyenne. Et donc on a participé à la lutte pour
pour le logement, pour la rénovation de la cité. À l'époque, comme je disais tout à l'heure, comme c'était une sorte de village, donc les gens n'avaient pas très envie d'aller ailleurs. Mais bon, évidemment, ce n'était pas possible, puisque rester sur place, ça voulait dire agrandir les appartements. Et du coup, la question s'est faite. Il y a deux parties de la cité de Bassens. Une partie, la première cité, c'est la première expérience qui a été faite, c'était quand ils prenaient 2 logements, ils en faisaient un. Donc en fait, ils gardaient l'essentiel des choses. Et la deuxième partie de Bassens numéro 2, c'était la démolition et reconstruction de nouveaux appartements. Donc à l'époque, c'était le HLM qui était l'idéal pour les gens. Et donc, fond vert, tout ça, donc pour nous, c'est le rêve. Et il y a un certain nombre de gens qui arrivaient à la fond vert. Bon, j'ai assez vite compris que pour arriver là-bas, il fallait avoir un piston. Et le piston, c'était des concierges qui pistonnaient. Mais qui ne pistonnaient pas gentiment, qui pistonnaient moyennant finance. Donc on était parmi les derniers à partir. Je pense que c'était en 78. On s'est retrouvé donc à Bidonville, à Frévalon, au 9e étage. Nous qui vivions au ras du sol, mais réellement au ras du sol, puisqu'il n'y avait pas de goudron, hein, c'était la terre. En été, il fallait arroser. Notre boulot, les filles, c'était d'arroser la terre. À peu près toutes les 2-3 heures, on sortait mettre de l'eau pour éviter la poussière, quoi. À un moment donné, il y avait la TOM, l'association qui s'appelait Aide aux travailleurs d'outre-mer. Et c'était pour les filles. Et pour les filles, pour que les filles restent là et apprennent la couture. Donc c'était vraiment une sorte de retour du fait colonial. C'était les filles, bon, pourquoi elles feraient des études? Bon, là, on les met là, elles sont près de les parents ils peuvent les surveiller. On leur apprend le b.a.-ba de comment tenir une maison, la couture, le ménage, etc. Quand ma génération commençait à grandir, quand on commençait à s'occuper du centre social, on a commencé à dire, bon, l'atome doit partir, ça suffit, quoi. Moi, je crois que c'est le logement qui a fait. Quand j'ai vu en 2005 les émeutes en banlieue parisienne, il me semble que un des gros problèmes, c'était le rapport à la police. Oui. Mais quand j'ai entendu des jeunes se plaindre, je me souvenais de ma jeunesse. Je veux dire, en gros, on sort de la cité, on fait un tour par là-bas, on s'assied près d'un hangar, les flics viennent, ils nous contrôlent. On a 16 ans, 17 ans, 18 ans. Bon, ils font entrer dans leur camion, allô, pétage, je sais pas quoi, bravo. Et bon, rien à signaler, donc on redescend. Donc ils partent, ils tournent, d'autres viennent, même contrôle, d'autres viennent, même contrôle dans la journée, 4, 5, 6 fois. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Alors du coup, évidemment, de temps en temps, il y a des incidents, parce que parmi nous, il y en a qui sont plus courageux, plus téméraires que d'autres. Et c'est vrai qu'après, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ils viennent nous voir toujours à nous. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une sorte de révolte en nous, quoi, de dire mais qu'est-ce qu'ils ont? Bon, déjà, on est dans la merde, dans ce genre de cité, on fait partie des pauvres de la société, etc. Mais en plus, il faut qu'ils viennent nous embêter chez nous tout le temps. Au fur et à mesure des années, il y a eu des problèmes sociaux qui se posaient vraiment dans le quartier, la petite délinquance a commencé à exister. Et là, évidemment, les choses étaient encore plus compliquées. Bon, parce que donc les flics ne venaient que pour arrêter quelqu'un, etc. Et évidemment, quand il arrive, il tape dans le tas, il ne cherche pas à comprendre. Et donc, c'est vrai que les relations étaient tendues avec la police. J'ai vécu donc à Bassens jusqu'en 71. C'est qu'après, donc sur les papiers, pour ne pas marquer cité Bassens, parce qu'on savait que c'était très mal vu, eh bien, on marquait boulevard Gay-Lussac. Au fur et à mesure, partaient les gens qui avaient les moyens de partir, qui bénéficiaient d'une ascension sociale. Et au fur et à mesure, ne reste que ceux qui sont chômeurs, retraités, invalides, etc. Et donc ça, on ne peut pas espérer que microcosme dans lequel il n'y a que les gens fragiles puisse faire vivre une cité de manière harmonieuse, quoi. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Déa.
Merci déjà Samia, parce que je trouve que c'est super important d'avoir un cadrage historique. C'est pas des histoires nouvelles et c'est des histoires qui arrivent encore. Aujourd'hui, il y a encore eu des violences, il y en a eu la semaine dernière, la semaine d'avant. Moi, c'est Léa Boisroy de l'association Éclore. Je porte le projet Faciès Book avec des personnes qui sont ici, que je vous présenterai tout à l'heure. Et donc, je ne vais pas parler forcément des décès. Il y a des assassinats. Ça vient parler de 150 assassinats dans la décennie de 73 à 83. On en a encore là, on a encore à peu près 15 morts par an. Donc je ne vais pas parler de quelque chose d'aussi dramatique, mais je vais parler de quelque chose de bien plus régulier, c'est les contrôles. Les contrôles d'identité, les contrôles aux faciès, qui sont récurrents et qui visent généralement les mêmes personnes. J'avais une petite question. Si vous pouviez vous lever tous, ce serait gentil. Je vais me lever aussi. Ceux qui n'ont jamais été contrôlés dans la rue en marchant peuvent s'asseoir. Alors, éventuellement, ceux qui n'ont pas été contrôlés dans l'année peuvent s'asseoir. Est-ce qu'il y en a qui ont été contrôlés il y a moins de 3 mois ? Bon, je vous en prie, asseyez-vous. C'est très rapidement, on remarque quand même qu'il y a des catégorisations qui sont faites, un profilage qui est fait. Ceux qui sont restés debout, qui ont été contrôlés cette année, ce sont des garçons. Je ne sais pas si vous considérez comme racisés ou comme ayant une appartenance à une communauté, mais il semblerait que les policiers le fassent. Le contrôle aux faciès, il y a une définition qui est donnée. C'est lorsque les policiers font le choix de contrôler telle ou telle personne en fonction de leur apparence, donc une origine nationale supposée, une religion supposée, une race, quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais parler, tout ça et des formes de lutte qu'on peut avoir face à ça. Si ça c'est possible, c'est aussi parce que la loi donne un cadre très large. Alors il y a plusieurs manières de contrôler. Le cadre juridique, c'est 4 motifs qui autorisent un policier à contrôler quelqu'un dans la rue. En fonction du comportement de la personne, si la personne peut être soupçonnée d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre ou de préparer un délit ou un crime. Et sinon, c'est indépendamment du comportement de la personne, soit dans les zones de transport, soit en prévention de l'atteinte à l'ordre public, ce qui est quelque chose de très vaste. C'est certes les grands événements, mais c'est aussi des jeunes qui peuvent être en bas dans un quartier et donc faire du bruit, ou dans des zones désignées par le procureur, et on a du phénomène de procureurs qui donnent des autorisations, qui font des réquisitions récurrentes sur un même quartier de manière répétitive. Il y a rien qui empêche ça, que les réquisitions s'enchaînent. Donc ça donne à peu près un droit de contrôler à discrétion. Donc l'étude qu'on a, c'est à peu près la seule étude quantitative qu'on a, parce que c'est très compliqué d'obtenir des données, étant donné que le contrôle d'identité c'est une pratique fantôme. Vous n'avez aucune trace administrative, c'est la seule pratique de police qui n'a aucune trace administrative, il n'y a pas de récépissé, il n'y a pas de documents qu'on vous donne pour prouver qu'on vous a contrôlé, ou même de documents qui sont conservés par les policiers pour avoir leurs propres statistiques. C'est aussi des choses sur lesquelles on se bat. Et donc, il y a eu une étude qui a été faite par le CNRS et par Open Society, qui est représentée ce soir par Lana qui se cache là-bas. Et donc, ça donne des chiffres assez impressionnants. Les personnes perçues comme jeunes ont 11 fois plus de chances d'être contrôlées que les autres, donc c'est souvent au niveau
de l'aspect vestimentaire. Les personnes perçues comme noires ont 6 fois plus de chances d'être contrôlées que les blancs, et les personnes perçues comme arabes, 8 fois plus. Donc c'est assez criant comme statistique. Et donc ces contrôles d'identité, c'est pas... On se dit, quand on les subit pas, que c'est pas grand-chose et que ça n'a pas un grand impact, que si on n'a rien à se reprocher, on se fait contrôler et on s'en va. Alors, ces statistiques ont été faites à Paris. Il y a des gens qui m'ont fait remarquer que c'était pas exactement le même problème à Marseille, qu'il y avait plus une relation au niveau des violences qu'au niveau des contrôles, etc. Donc c'est une chose qui est en débat, et ce qui nous manque aussi, c'est des données sur Marseille, des informations vraiment valables, mais on a des témoignages. Et donc voilà, moi je voulais vous montrer, vous avez peut-être vu l'exposition qui est en haut, que vous pourrez retourner voir un petit peu tout à l'heure pendant notre animation. Je voulais vous montrer une toute petite vidéo de 4 minutes, qui sont des témoignages de personnes qui ont subi des contrôles d'identité. C'est une vidéo qui va avec l'exposition, donc qui a également été produite par Open Society. Donc voilà. Mon premier contrôle, je devais avoir 16-17 ans. Je devais avoir peut-être 10 ans. De 20 à 30 ans, il y en a au moins 10 fois par mois, quoi. Plusieurs fois par semaine. 3 fois dans la même soirée. Ceux qui n'ont jamais été contrôlés, qui ne sont pas fait contrôler, ils ne peuvent pas le vivre. Ils ne savent pas ce que ça génère à l'intérieur de soi, ce que ça génère en termes de sentiments. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. On était allés pour nager. En bas de chez moi. Juste en face de la bibliothèque. Tout le monde contre le mur. Vous, les mains en l'air comme ça. Toucher les parties intimes. Sourire. Suspendu sur un pied pendant 15 minutes. J'ai senti un gros truc froid là, assez glacé. Et en fait, c'était un flingue. Donc je suis comme ça. Je bouge plus. J'ai peur. Tu l'as pas oublié le premier contrôle. Parce que le premier contrôle, je pense, c'est comme une histoire d'amour, mais en négatif. C'est un truc vraiment, je peux vous en parler comme si c'était hier. Je me rappelle encore du chemin qu'on a pris, pourquoi on allait au centre-ville. Il y a une sorte de vibration qui fait qu'on sait qu'on va être contrôlé. C'est humiliant de se sentir contrôlé comme si on avait fait quelque chose de mal. La seule chose de mal qu'on puisse faire, c'est d'être présent. Et donc c'est physique, c'est une douleur physique, c'est de la souffrance. J'ai vu 3 hommes venir, bon, pour moi ils étaient énormes, avec blouson cuir, vraiment le style Chuck Norris à l'ancienne quoi. Fouille au corps, palpation, fouille de la voiture, vérification des téléphones portables. Quand on se fait contrôler devant les passants, ça renvoie à une image quand même qui est franchement pas agréable. Surtout quand ça se passe dans le quartier où je travaille. On se dit, mais qu'est-ce que pensent les gens? Est-ce qu'ils sont en train de se dire que j'ai vraiment commis un délit, que j'ai vraiment fait quelque chose qui n'était pas, qui était illégal? Et là, c'est violent. Ma première expérience de contrôle a été extraordinaire. Et après, je suis arrivé chez moi et je me suis mis dans mon lit et j'ai pleuré. J'ai pleuré à chaudes larmes. J'étais en faculté de droit quand même. Donc pour moi, il n'y avait plus une adéquation entre ce que j'apprenais et la réalité. Il y a 2 France. Il y a notre France à nous, la France des quartiers, la France des immigrés, des gens d'origine étrangère, et à la France des autres. Nous, quand on marche en ville et qu'on voit des flics, on sent en insécurité. Et il y a des gens, grâce à la présence policière, ils se sentent en sécurité. Un des contrôles au faciès qui m'est resté en tête, c'était à la sortie d'une réunion de la majorité municipale, à tout début de mandature. Quand on a sa carte d'élu, on voit bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. On se rappelle à ce bon triptyque républicain et puis pouf. Quand arrive ce moment-là, on se dit bon, finalement, est-ce qu'il y aurait 2 formes de citoyens? L'institution police, c'est une des seules institutions qui est en face du jeune à part l'école. Et donc, c'est la confiance qui est détruite et c'est la méfiance qui s'installe. On parle d'une humiliation permanente, quotidienne. On parle d'un rapport tendu avec la police, donc dangereux, parce qu'ils sont armés. C'est quotidien ça, ce danger existe quotidiennement. On vous insulte quotidiennement. Puisque ça s'est passé à Clichy-sous-Bois, ça aurait pu se passer n'importe où. Ces 2 jeunes qui sont morts, ça aurait pu être n'importe qui. À l'époque, j'avais 15 ans et je me dis que ça aurait pu être moi. On ne peut pas concevoir de demain se marier et d'avoir une maison et que ton gosse, ton enfant, se fasse contrôler, que subisse les mêmes choses. Ce n'est pas possible. Le principe de la jeunesse, c'est d'être insouciant.
Et ben nous, en nous oppressant comme ça avec les contrôles, les émeutes, faire de la politique jeune, on nous a volé notre jeunesse, nous. Et je veux pas qu'il fasse la même chose avec mon fils. Je veux que mon fils, il ait le temps de son insouciance aussi. La police, c'est la France c'est la police, et donc ça casse un lien entre nous et la France. Ben, c'est comme si on vous rappelait en permanence qu'à travers votre visage, à travers votre couleur de peau, à travers votre faciès évidemment, hein, on vous rappelle que ben, finalement vous n'êtes pas vraiment d'ici. Donc voilà, j'aurais aimé avoir le temps de plus d'échanges et d'avoir vos réactions là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je pense qu'on le fera à la fin parce qu'on a une animation qui suit et qu'on aimerait vraiment vous montrer des choses. On va le faire à la fin, je pense. Rapidement, donc, sur les impacts, il y a beaucoup d'impacts qui ont été évoqués, celui auquel on ne pense pas forcément. Je vais en parler que d'un parce que voilà, c'est la perte d'efficacité de la police qui nous a été rapportée aussi. C'est-à-dire que le travail policier aujourd'hui, il est aussi remis en cause par ces agissements-là. Nous, on est, quand on est contrôlé, enfin, moi peut-être pas autant que certains amis qui sont surtout des garçons, peut-être plus jeunes, etc. Ben, on est à cette humiliation, on peut avoir une baisse de confiance, etc. aux institutions, mais la police elle-même ne peut pas travailler. Ça nuit complètement au travail de renseignement, ça nuit complètement à la confiance et au travail sur le terrain. Et on n'est plus que dans du répressif, donc pour nous c'est simplement un des impacts que je souhaitais souligner, avec le fait qu'en effet, comme ça a été dit par beaucoup des jeunes dans la vidéo, ben, ça brise quelque chose, enfin Elias le dit très bien, ça brise quelque chose vis-à-vis des institutions. Donc voilà, c'est des contrôles qui laissent beaucoup de place, et la vraie question qui se pose, c'est comment on peut y répondre, quelles mobilisations peuvent être mises en place, etc. Moi j'aurais aimé vous parler de choses que j'ai vues qui se font à l'étranger et des outils que nous on a en France dans notre réseau. Mais si vous avez une idée ou une action que vous menez ou que vous souhaitez mener sur ces choses-là, moi je serais curieuse de savoir quelle réponse on peut poser à cette problématique-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Une grève de la faim devant un commissariat. Tout à fait. C'est une action. Et excuse-moi, je me permets de te tutoyer, hein. Tu ferais ça avec qui, comment ça s'organise? Ben moi, c'est particulier, je me considère comme un expat, donc j'ai quitté le pays en 89, je viens avec une mentalité qui n'est... Tu peux pas... Moi c'est un peu particulier, je suis un expat qui a quitté la France en 89, qui a vécu 23 ans dans les pays anglo-saxons, je reviens il n'y a pas longtemps, donc mon point de vue, il est un petit peu beaucoup compliqué à comprendre, parce que j'ai quitté la France ça fait longtemps, donc il y a un débat qui se fait. Et à chaque fois que j'essaye de donner mon mot, c'est un peu compliqué parce que pas beaucoup de gens qui me comprennent, à part peut-être vous, je crois que vous êtes tous là. J'ai pris les techniques que les Britanniques m'ont appris, je les ai vu faire. Pas de violence, calme, un peu spectaculaire. Les mecs qui se mettent sur des grues. J'ai fait une grève de la faim, moi, à Marseille. J'ai pas honte. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais t'es fou. Mais non, mais c'est vous les fous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, excusez-moi. Je m'appelle Karim Sali, j'ai quitté mon pays natal, qui est la France, que j'aime, avec le langage le plus magnifique du monde, avec une éducation un peu quoi, ça va, quoi, je suis fier de mon éducation, avec 18 de moyenne en français à l'époque. J'ai vu un reportage en 1989 sur M6, et ce reportage a fait qu'il a décidé mon futur. D'habitude, chaque individu construit son futur et son plan. Moi, c'était une émission et une phrase. C'était à Darty. Journaliste demande à la dame, est-ce que vous avez un problème si quelqu'un de couleur vous vend la télé? Elle a dit oui, j'ai un problème. Le monsieur a dit pourquoi? Car si quelqu'un qui fait partie de mon groupe ethnique me vend la télé, il comprendra mes besoins. Donc moi qui avais un bac +2 en vente, je suis parti en Angleterre.
Donc madame, merci madame, car je suis content de n'être pas resté en France, car j'étais un peu amer et je ne crois pas que j'aurais été le même individu, on va dire. Vous voyez, le stress revient en gros. Et ça me fait beaucoup de peine quand je compare les pays du Nord, et quand je reviens en France, qui est un pays super magnifique, démocratique, super puissant à tout niveau, et on n'arrive pas à enclencher cette discussion qui est super tabou, extra tabou, gigantesquement tabou, mais c'est un truc de fou. En parler, j'ai failli me faire taper par un jeune parce qu'il m'a dit on en a marre du mot discrimination, ferme ta gueule, je vais te mettre un coup de poing. Ne nous fais pas rappeler ce qui nous colle à la peau. Vous imaginez? Et moi je suis venu pour ouvrir le débat pour que la douleur s'apaise et je n'ai pas eu l'occasion à part vous ce soir. Merci beaucoup. Parce que moi je pense, quand je compare mon expérience étrangère, quand je vois que vous avez enclenché le débat, c'est que j'y crois à 1 milliard de pourcents, sinon je ne serais pas là. Parce que le plus dur c'est d'enclencher. Et vous enclenchez. Donc pour moi, on est tous sauvés. La France est sauvée. Merci. Mais la pression. Il y a d'autres réactions, donc je fais circuler le micro. Moi j'ai l'impression d'être une aberration statistique. Ça veut dire qu'il y a 47 ans exactement que je suis à Marseille, que je circule en moto, avec un casque, dans les quartiers dits populaires, quartier nord de Marseille, et je vous certifie qu'à ce jour, je n'ai pas été contrôlé une seule fois, même pendant les temps les plus difficiles à Marseille. Donc je m'interroge, qu'est-ce que ma tête donne aux policiers? Est-ce que franchement je dois être reconnaissable de loin pour que, de loin évidemment, ils me laissent passer, quel que soit... J'ai eu quelques problèmes quelquefois avec ma moto, pas forcément, bon, tout à fait, bon, voilà. Donc je m'interroge, aberration statistique, mais en même temps, je crois qu'il faut comprendre les raisons de tout ça. Hein. C'est pas tout à fait un hasard. J'aurais normalement dû être contrôlé. Alors, j'ai eu 4 enfants, qui sont maintenant adultes, etc. Hein. Pas un seul à Marseille, ils ne sont pas toujours à Marseille, n'a été jamais contrôlé de la même manière que vous. Voilà. Merci pour ce témoignage. Moi, j'avais juste envie de dire, et si on demandait des récépissés suite au contrôle au faciès, c'est faisable? C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Il y a des mobilisations qui existent. Donc, c'est ce dont je voulais parler aussi. Nous, on travaille avec donc une plateforme de plaidoyer où il y a Open Society Foundation, il y a le syndicat des avocats de France qui est aussi représenté ce soir, il y a Angela et Nathalie là-bas, il y a la LDH, donc il y a un ensemble d'organisations, le GISTI, mais aussi des associations plus petites qui travaillent sur l'encadrement juridique. On essaye de travailler pour faire des propositions juridiques. Et on a lancé aussi une pétition qui s'appelle Quoi ma gueule et qui détaille un petit peu quels sont les changements dans la loi. L'article 78.2 qui encadre le contrôle d'identité est très vaste. On aimerait qu'il demande un motif individualisé lié au comportement de la personne pour pouvoir contrôler. On aimerait qu'il y ait des récépissés qui soient mis en place pour qu'il y ait une traçabilité des actes policiers. Et on aimerait aussi que les palpations de sécurité ne soient utilisées que pour rechercher des armes dans le cas où il y a une question de sécurité et pas pour demander, pour chercher éventuellement un petit bout de shit quelque part, des choses comme ça. Donc il y a ces mobilisations-là. On a une votation citoyenne qui va avec cette pétition qu'on a présentée avec l'expo L'égalité trahie. L'expo que vous avez vue en haut, qui est en petit format, c'est le kit débat. Elle existe aussi en très grand format, donc on l'a placé dans différents endroits, au quartier des Isards à Toulouse et au Mirail la semaine prochaine. On l'a aussi placé pendant 5 semaines sur la place de la République à Paris, et en même temps on faisait ces votations citoyennes pour pousser les gens à prendre position sur ces questions-là d'encadrement légal. Voilà. Il y a des actions qui sont menées. Moi, il y a une action qui m'a beaucoup inspirée, qui est menée à Belfast, donc en Irlande, où ils font des ateliers entre la police et les jeunes. Il faut savoir que c'est pas du tout le même contexte. La police n'est pas armée, ils donnent les chiffres. Bon, ça n'a rien à voir avec la police qu'on a ici. Mais ils sont allés jusqu'à
inclure du coup ces ateliers d'échange avec les jeunes des quartiers dans la formation des policiers, travailler le code de déontologie avec les habitants, avec les jeunes. Donc c'est des choses vers lesquelles on pourrait tendre. Le problème, c'est que pour tendre à ce dialogue-là, pour le moment, on n'est pas à armes égales. Donc il faut aussi qu'on s'arme. Donc il y a tout un ensemble de choses. Bon, je ne vais pas forcément vous parler de toutes les expériences que j'avais en tête, mais je le ferai peut-être en aparté après. Je vais vous parler de ce que nous, on propose, parce qu'on a un projet donc, que je n'ai pas présenté. Je vais parler d'abord de la thématique. Le projet Faciès Book, c'est un projet de mobilisation sur ces questions-là. Et ce projet de mobilisation contre le contrôle aux faciès, il passe par trois axes. Le premier axe, c'est de documenter. Comme je disais, on n'a pas de données, on en a peu. On en a, mais il y a quelques chercheurs qui ont pu trouver, mais sur des lieux précis, la recherche dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était fait à Châtelet-Léal et à Gare du Nord, à Paris. Alors bon, c'est très bien, mais je pense que ça ne reflète pas du tout les réalités marseillaises, en particulier parce qu'on n'a vraiment pas la même logique territoriale, etc. Donc l'idée, c'est qu'on a une application pour documenter. Alors, elle n'est pas encore sortie, on est en train de travailler pour avoir les autorisations de la CNIL, etc. Donc ça prend plus de temps que prévu, mais l'idée, c'est de pouvoir filmer, de pouvoir témoigner. Le formulaire de témoignage a été construit avec des sociologues et avec des avocats pour faire du contentieux éventuellement si nécessaire, et pas seulement. Et de pouvoir visualiser sur une carte ces témoignages-là. C'est possible de témoigner anonymement, c'est possible de lancer des appels à témoins. Donc voilà, c'est une appli qui n'est pas encore sortie, mais moi pour le moment j'ai les bêtas, pour vous montrer les choses, sauf que j'arrive pas à le caster sur l'écran de l'ordinateur, donc je vous les montrerai en off en buvant un jus d'orange et en jouant, puisqu'on a le jeu. Et la deuxième partie, c'est de donner des outils. Alors on propose des ateliers. On a 3 ateliers. On a un atelier sur les outils, les méthodes qui existent, les bonnes pratiques, etc. Aussi des argumentaires de plaidoyer. Ça va être sous forme d'un jeu de cartes. On a un atelier sur les stratégies de mobilisation, où l'idée c'est que cet atelier, ce soit des acteurs, des personnes, peu importe, des citoyens qui ont envie de se bouger, qui se rencontrent et qui utilisent ces outils-là pour mettre en place une stratégie, décider de ce qu'ils vont faire sur leur quartier pour lutter contre les contrôles aux faciès. Et on a le premier module qui est sur qu'est-ce que c'est que le cadre juridique du contrôle aux faciès, où on a Elias, Clément, Césara qui ont passé des heures à créer un outil qu'on veut vous présenter ce soir, qui est un jeu de rôle pour jouer et appréhender à la fois le cadre juridique et puis les problèmes qu'on peut avoir vis-à-vis de la police, vis-à-vis de la justice quand on est sur ces questions-là de contrôle d'identité. Donc voilà. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on soutient les gens. On a des petits financements qui permettent de soutenir à la fois au niveau méthodologique, d'accompagner, de donner des réseaux et éventuellement des microfinancements, des petites bourses pour des projets qui sont portés par des gens qui sont victimes ou qui sont concernés par les contrôles aux faciès et qui aimeraient mettre en place des choses. Donc ça, c'est ce que nous on fait avec Faciès Book, sachant que comme on travaille avec le syndicat des avocats de France et avec tout ce réseau-là, on a aussi la dimension contentieux, on a développé des guides juridiques qu'on distribuera parce qu'on les a pas ce soir, mais on les a en version numérique, donc ceux qui les veulent les auront. On a rencontré des gens qui nous ont beaucoup inspirés, qui se bougent énormément à l'étranger, et je pense que qu'en France on en a besoin quand on voit ce qui se passe, et notamment ce qui s'est passé aujourd'hui. Enfin, j'ai entendu dire là, qu'il y avait eu un jeune qui a pris un coup de flashball dans le visage en manifestant. Enfin, je pense qu'on a vraiment besoin de s'organiser maintenant, donc voilà, mais la parole est à vous. Et si jamais ça vous tente, j'aimerais vraiment qu'on monte en haut et qu'on puisse vous montrer ce jeu qui est un outil super sympa, assez agréable.